Et bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait Nouvelles histoires extraordinaires, écrit par Edgar Allan Poe. C'est notre premier live sur cette œuvre, sur ce recueil de nouvelles traduit par Charles Baudelaire, c'est quand même pas rien. Nous lirons donc ce soir les toutes premières nouvelles du recueil, comme d'habitude. Si vous me regardez en rediffusion sur YouTube, n'hésitez pas à jeter un œil à la barre de lecture de la vidéo ainsi qu'à la description de la vidéo. Il s'y trouve des timecodes qui vont vous permettre de passer l'introduction, de passer les pauses que j'effectuerai pendant ma lecture et d'aller directement à la nouvelle qui vous intéresse par exemple, puisque ce soir, comme souvent sur un premier épisode, eh bien on va essayer de se jauger. On va essayer de voir combien de pages je peux lire en une soirée pour faire un live d'une durée correcte. Je pense vous lire au moins 2 nouvelles, peut-être 3. Je pense vous lire Le démon de la perversité, Le chat noir et éventuellement William Wilson. Donc voilà, on va voir comment ça se goupille. De la même façon, si vous êtes sur YouTube, vous pourrez trouver dans mes playlists, dans l'onglet playlist, la playlist Et si on lisait Histoires extraordinaires, ainsi que Nouvelles histoires extraordinaires. Puisque je vais créer une playlist pour les Nouvelles histoires extraordinaires, mais nous avons déjà lu les Histoires extraordinaires, d'Edgar Allan Poe également. Donc c'est en quelque sorte une suite au premier recueil des premières nouvelles quelque part de Baudelaire, j'allais dire du coup, de Poe. Donc voilà, cette lecture que nous avons déjà fait il y a de cela quelques années sur la chaîne, qui est disponible toujours en rediffusion sur ma chaîne YouTube, et que j'avais classé dans mes tiers listes de l'époque au niveau très bon. Sachant que mes catégories de classement sont génial, très bon, sympa, passable, sombre bail, un truc comme ça, je sais plus. Bref, c'est à peu près ça. Aïe, ouille et sombre bail, je crois. Donc voilà. Donc vous voyez que si je l'ai mis en très bon, c'est quand même plutôt qu'on avait bien apprécié. Je suis très curieux de relire du Edgar Allan Poe, ça fait vraiment longtemps. Et je me demande vraiment sur quoi on va tomber. Je trouve que ce n'est pas si évident que ça avec Edgar Allan Poe de savoir, parce qu'il a beaucoup de cordes à son arc, je trouve. Et je trouve pas qu'on s'attende forcément à lire ce qu'on va lire quand on se lance dans du Poe. Parfois ça va aller plus dans un côté fantastique, parfois ça va plus aller dans un côté horreur, parfois ça va aller plus dans un côté enquête, parfois ça va aller plus dans un côté presque science-fiction. Donc il y a vraiment de nombreuses couleurs sur sa palette, et je ne sais pas trop à quelle sauce on va être mangé, mais j'ai très hâte de me lancer et de découvrir ça. D'ailleurs, comme d'habitude, je suis en live sur les créneaux habituels. Désolé pour le petit retard que j'ai eu aujourd'hui. Malheureusement, j'ai eu des imprévus. Donc voilà, j'ai fait tout ce que je pouvais pour être là à l'heure, mais c'était compliqué. Donc, comme je le disais, créneau traditionnel des lives de lecture, les mardis et vendredis à 21h. Profitez-en, je pense que je vais faire ça tout l'été avant une pause plus ou moins définitive, je ne sais pas encore, temporaire ou définitive, je ne sais pas encore, vers août-septembre. Donc profitez, là on s'enquille des tas de lectures le plus possible, et potentiellement d'autres lives. Nous verrons ce que nous ferons. Et du coup, Secrétaire nous dit déjà dans le chat, traduit et surpassé par Baudelaire comme le prétendent certains spécialistes. Alors là, pour le coup, j'avoue que je vais pas avoir la DTR de lire Edgar Allan Poe en langue originelle, donc anglais-américain, puis le lire en français, puis me faire une comparaison. En effet, je vais laisser ça aux spécialistes. Peut-être ont-ils raison, mais quand même, je trouve que rien que le fait que c'est été traduit et quelque part popularisé, démocratisé par Charles Baudelaire en France, c'est déjà un marqueur quelque part, je trouve, de la qualité des textes d'Edgar Allan Poe, parce que Charles Baudelaire s'est dit « Waouh, ok, ce truc-là, ça vaut le coup, je vais le traduire et je vais le populariser, entre guillemets, je vais le diffuser. »
Donc déjà ça, je trouve que c'est un gage de qualité assez énorme. Assez énorme. Déjà qu'une pause temporaire serait dure, alors une définitive... Ah, secrétaire, cesse de me flatter, voyons. Merci à Hera d'avoir follow la chaîne pendant que j'étais en off. C'est très gentil. Et puis, ma foi, je suis tout excité. Je vais me calmer 3 secondes parce que j'ai du rush pour être à peu près à l'heure. Je souffle. Et ma foi, je pense qu'on va se lancer rapidement dans la lecture, puisque, comme je vous le disais, je ne sais pas encore si on va partir sur 2, 3 nouvelles. Les 2 premières sont très courtes, donc c'est sûr qu'on va pouvoir les faire. La troisième est, elle, un peu plus longue, et vu que j'aurais déjà lu avant, est-ce qu'on va la faire? Je ne sais pas trop. D'ailleurs, est-ce qu'on va faire les mots de la fin sur le live, sur le live du jour? Je ne sais pas vous le dire non plus, ça va dépendre également de la durée du live. Si le live fait déjà 2 heures, 2 heures et demie, je ne pense pas enchaîner avec des mots de la fin. Donc voilà, comme d'habitude, sur un début d'œuvre, il y a une phase de on fait connaissance avec l'œuvre, on voit comment ça se goupille, on voit comment ça se passe, on prend ses marques. Ok, on est bon? Je vous invite à vous installer, à prendre à boire, à manger, à vaquer à vos occupations en toute quiétude tandis que vous m'écoutez, et à passer, je l'espère, un agréable moment en ma compagnie. Santé à tous, et lançons-nous. Lançons-nous sans plus attendre avec la première nouvelle du soir. Le démon de la perversité. D'ailleurs, je me demandais si maintenant j'allais faire ça. Alors, qu'est-ce que j'entends par ça? Parce que c'est vrai que le terme ça n'est pas très explicite. Je me demandais maintenant si j'allais pas faire ça. Comme je fais les mots de la fin, par exemple, pour vous donner un petit peu d'informations supplémentaires, de contexte, d'étymologie, de définition, etc. Je me demandais si j'allais pas prendre directement la page Wikipédia quand c'était disponible et vous donner un petit complément d'infos. Donc, petit rappel s'il le fallait, Edgar Allan Poe, il est né en 1809, mort en 1849. C'est un poète, romancier, nouvelliste, critique littéraire, dramaturge et éditeur américain. Il est considéré comme l'inventeur du roman policier. Nombre de ses récits préfigurent les genres de la science-fiction et du fantastique. Voilà, rien que ça. Rien que ça. On est sur de la littérature gothique. On est sur de la littérature parfois un peu sombre, un peu horrifique, comme je vous le disais aussi plus tôt. Et donc, concernant ce recueil de nouvelles histoires extraordinaires, ce sont des nouvelles écrites par Edgar Allan Poe, puis traduites et réunies sous ce titre par Charles Baudelaire en 1857. Donc Edgar Allan Poe n'a pas décidé de faire de ces nouvelles un recueil. Ça, c'est une décision de Charles Baudelaire. Déjà, rien que ça, je trouve ça fou. Concernant la première nouvelle du jour, Le démon de la perversité, elle date de juillet 1845. Et je pense que je ne vais pas vous en dire plus pour ne pas vous gâcher le plaisir. D'ailleurs, je n'ai pas envie de me gâcher le plaisir non plus, puisque c'est une découverte pour moi, donc j'ai envie de le découvrir en même temps que vous. Bien, lançons-nous. Et je ferai une pause lorsqu'on aura terminé cette nouvelle. Encore une fois, elle est assez courte, ça devrait le faire. Mais les pages sont bien remplies, alors ça me fait peur un peu quand même. On va voir. J'ai l'impression que la police d'écriture est assez petite, ce qui fait que même avec peu de pages, ça peut nous prendre beaucoup de temps. On verra, on verra. Bien, bonne écoute à vous sur le chat Miss Perrine, secrétaire, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien installés. On se lance. Bonne écoute à tous ceux dans l'ombre du chat et à ceux qui me regardent en rediffusion sur YouTube. Et à dans quelques petites minutes pour la première pause de ce soir. Nouvelles histoires extraordinaires, écrit par Edgar Allan Poe. Le démon de la perversité. Dans l'examen des facultés et des penchants, des mobiles primordiaux de l'âme humaine, les phrénologistes ont oublié de faire une part à une tendance qui, bien qu'existant visiblement comme sentiment primitif, radical, irréductible, a été également omise par tous les moralistes qui les ont précédés. Dans la parfaite infatuation de notre raison, nous l'avons tous omise.
Nous avons permis que son existence échappât à notre vue, uniquement par manque de croyance, de foi, que ce soit la foi dans la révélation ou la foi dans la Kabbale. L'idée ne nous en est jamais venue, simplement à cause de sa qualité surérogatoire. Nous n'avons pas senti le besoin de constater cette impulsion, cette tendance. Nous ne pouvions pas en concevoir la nécessité. Nous ne pouvions pas saisir la notion de ce primum mobile, et quand même elle se serait introduite de force en nous, nous n'aurions jamais pu comprendre quel rôle il jouait dans l'économie des choses humaines, temporelles ou éternelles. Il est impossible de nier que la phrénologie et une bonne partie des sciences métaphysiques ont été brassées a priori. L'homme de la métaphysique ou de la logique, bien plutôt que l'homme de l'intelligence et de l'observation, prétend concevoir les desseins de Dieu, lui dicter des plans. Ayant ainsi approfondi à sa pleine satisfaction les intentions de Jéhovah, d'après ses dites intentions, il a bâti ses innombrables et capricieux systèmes. En matière de phrénologie, par exemple, nous avons d'abord établi, assez naturellement d'ailleurs, qu'il était dans les desseins de la divinité que l'homme mangeât. Puis, nous avons assigné à l'homme un organe d'alimentivité, et cet organe est le fouet avec lequel Dieu contraint l'homme à manger, bon gré mal gré. En second lieu, ayant décidé que c'était la volonté de Dieu que l'homme continue à son espèce, nous avons découvert tout de suite un organe d'amativité, et ainsi ceux de la combativité, de l'idéalité, de la causalité, de la constructivité. Bref, tout organe représentant un penchant, un sentiment moral ou une faculté de la pure intelligence. Et dans cet emménagement des principes de l'action humaine, des spursaimistes, à tort ou à raison, en partie ou en totalité, n'ont fait que suivre en principe les traces de leurs devanciers. Déduisant et établissant chaque chose d'après la destinée préconçue de l'homme et prenant pour base les intentions de son Créateur. Il eût été plus sage, il eût été plus sûr, de baser notre classification, puisqu'il nous faut absolument classifier, sur les actes que l'homme accomplit habituellement et ceux qu'il accomplit occasionnellement, toujours occasionnellement, plutôt que sur l'hypothèse que c'est la divinité elle-même qui les lui fait accomplir. Si nous ne pouvons pas comprendre Dieu dans ses œuvres visibles, comment donc le comprendrions-nous dans ses inconcevables pensées qui appellent ses œuvres à la vie ? Si nous ne pouvons le concevoir dans ses créatures objectives, comment le concevrons-nous dans ses modes inconditionnels et dans ses phases de création ? L'induction a posteriori aurait conduit la phrénologie à admettre comme principe primitif et inné de l'action humaine un je ne sais quoi paradoxal que nous nommerons perversité, faute d'un terme plus caractéristique. Dans le sens que j'y attache, c'est, en réalité, un mobile sans motif, un motif non motivé. Sous son influence, nous agissons sans but intelligible. Ou, si cela apparaît comme une contradiction dans les termes, nous pouvons modifier la proposition jusqu'à dire que, sous son influence, nous agissons par la raison que nous ne le devrions pas. En théorie, il ne peut pas y avoir de raison plus déraisonnable, mais, en fait, il n'y en a pas de plus forte. Pour certains esprits, dans de certaines conditions, elle devient absolument irrésistible. Ma vie n'est pas une chose plus certaine pour moi que cette proposition. La certitude du péché ou de l'erreur inclus dans un acte quelconque est souvent l'unique force invincible qui nous pousse, et seule nous pousse à son accomplissement. Et cette tendance accablante à faire le mal pour l'amour du mal n'admettra aucune analyse, aucune résolution en éléments ultérieurs. C'est un mouvement radical, primitif, élémentaire. On dira, je m'y attends, que si nous persistons dans certains actes parce que nous sentons que nous ne devrions pas y persister, notre conduite n'est qu'une modification de celle qui dérive ordinairement de la combativité phrénologique. Mais un simple coup d'œil suffira pour découvrir la fausseté de cette idée. La combativité phrénologique a pour cause d'existence la nécessité de la défense personnelle. Elle est notre sauvegarde contre l'injustice. Son principe regarde notre bien-être, et ainsi, en même temps qu'elle se développe, nous sentons s'exalter en nous le désir du bien-être. Il suivrait de là que le désir du bien-être devrait être simultanément excité avec tout principe qui ne serait qu'une modification de la combativité. Mais dans le cas de ce que je ne sais quoi que je définis
perversité, non seulement le désir du bien-être n'est pas éveillé, mais encore apparaît un sentiment singulièrement contradictoire. Tout homme, en faisant appel à son propre cœur, trouvera, après tout, la meilleure réponse au sophisme dont il s'agit. Quiconque consultera loyalement et interrogera soigneusement son âme n'osera pas nier l'absolue radicalité du penchant en question. Il n'est pas moins caractérisé qu'incompréhensible. Il n'existe pas d'homme, par exemple, qui à un certain moment n'ait été dévoré d'un ardent désir de torturer son auditeur par des circonlocutions. Celui qui parle sait bien qu'il déplaît. Il a la meilleure intention de plaire. Il est habituellement bref, précis et clair. Le langage le plus laconique et le plus lumineux s'agite et se débat sur sa langue. Ce n'est qu'avec peine qu'il se contraint lui-même à lui refuser le passage. Il redoute et conjure la mauvaise humeur de celui auquel il s'adresse. Cependant, cette pensée le frappe que par certaines incises et parenthèses, il pourrait engendrer cette colère. Cette simple pensée suffit. Le mouvement devient une velléité. La velléité se grossit en désir. Le désir se change en un besoin irrésistible et le besoin se satisfait. Au profond regret et à la mortification du parleur et au mépris de toutes les conséquences. Nous avons devant nous une tâche qu'il nous faut accomplir rapidement. Nous savons que tarder, c'est notre ruine. La plus importante crise de notre vie réclame avec la voix impérative d'une trompette l'action et l'énergie immédiate. Nous brûlons, nous sommes consumés de l'impatience de nous mettre à l'ouvrage. L'avant-goût d'un glorieux résultat met toute notre âme en feu. Il faut que cette besogne soit attaquée aujourd'hui, et cependant nous la renvoyons à demain. Et pourquoi ? Il n'y a pas d'explication, si ce n'est que nous sentons que cela est pervers. Servons-nous du mot sans comprendre le principe. Demain arrive, et en même temps une plus impatiente anxiété de faire notre devoir. Mais avec ce surcroît d'anxiété arrive aussi un désir ardent, anonyme, de différer encore. Désir positivement terrible parce que sa nature est impénétrable. Plus le temps fuit, plus ce désir gagne de force. Il n'y a plus qu'une heure pour l'action, cette heure est à nous. Nous tremblons par la violence du conflit qui s'agite en nous, de la bataille entre le positif et l'indéfini, entre la substance et l'ombre. Mais si la lutte en est venue à ce point, c'est l'ombre qui l'emporte. Nous nous débattons en vain. L'horloge sonne et c'est le glas de notre bonheur. C'est en même temps pour l'ombre qui nous a si longtemps terrorisé le chant réveil matin, la Diane du coq victorieuse des fantômes. Elle s'envole, elle disparaît, nous sommes libres. La vieille énergie revient. Nous travaillerons maintenant. Hélas, il est trop tard. Nous sommes sur le bord d'un précipice. Nous regardons dans l'abîme, nous éprouvons du malaise et du vertige. Notre premier mouvement est de reculer devant le danger. Inexplicablement, nous restons. Peu à peu, notre malaise, notre vertige, notre horreur se confondent dans un sentiment nuageux et indéfinissable. Graduellement, insensiblement, ce nuage prend une forme, comme la vapeur de la bouteille d'où s'est levé le génie des 1001 nuits. Mais de notre nuage, sur le bord du précipice, s'élève de plus en plus palpable une forme 1000 fois plus terrible qu'aucun génie, qu'aucun démon des fables. Et cependant ce n'est qu'une pensée, mais une pensée effroyable, une pensée qui glace la moelle même de nos os et les pénètre des féroces délices de son horreur. C'est simplement cette idée. Quelles seraient nos sensations durant le parcours d'une chute faite d'une telle hauteur ? Et cette chute, cet anéantissement foudroyant, par la simple raison qu'ils impliquent la plus affreuse, la plus odieuse de toutes les plus affreuses et de toutes les plus odieuses images de mort et de souffrance qui se soient jamais présentées à notre imagination. Par cette simple raison, nous les désirons alors plus ardemment. Et parce que notre jugement nous éloigne violemment du bord, à cause de cela même, nous nous en rapprochons plus impétueusement. Il n'est pas dans la nature de passion plus diaboliquement impatiente que celle d'un homme qui, frissonnant sur l'arête d'un précipice, rêve de s'y jeter. Se permettre, essayer de penser un instant seulement, c'est être inévitablement perdu, car la réflexion nous commande de nous en abstenir, et c'est à cause de cela même, dis-je, que nous ne le pouvons pas. S'il n'y a pas là un bras ami pour nous arrêter, ou si nous sommes incapables d'un soudain effort pour nous rejeter loin de l'abîme, nous nous élançons, nous sommes anéantis. Examinons ces actions et d'autres analogues.
nous trouverons qu'elles résultent uniquement de l'esprit de perversité. Nous les perpétrons simplement à cause que nous sentons que nous ne le devrions pas. En deçà ou au-delà, il n'y a pas de principe intelligible. Et nous pourrions, en vérité, considérer cette perversité comme une instigation directe de l'archidémon. S'il n'était pas reconnu que parfois elle sert à l'accomplissement du bien. Si je vous en ai dit aussi long, c'était pour répondre en quelque sorte à votre question, pour vous expliquer pourquoi je suis ici, pour avoir à vous montrer un semblant de cause quelconque qui motive ces fers que je porte et cette cellule de condamné que j'habite. Si je n'avais pas été si prolixe, ou vous ne m'auriez pas du tout compris, ou, comme la foule, vous m'auriez cru fou. Maintenant, vous percevrez facilement que je suis une des victimes innombrables du démon de la perversité. Il est impossible qu'une action ait jamais été manigancée avec une plus parfaite délibération. Pendant des semaines, pendant des mois, je méditais sur les moyens d'assassinat. Je rejetais 1000 plans, parce que l'accomplissement de chacun impliquait une chance de révélation. À la longue, lisant un jour quelques mémoires français, je trouvai l'histoire d'une maladie presque mortelle qui arriva à Madame Pilot par le fait d'une chandelle accidentellement empoisonnée. L'idée frappa soudainement mon imagination. Je savais que ma victime avait l'habitude de lire dans son lit. Je savais aussi que sa chambre était petite et mal aérée. Mais je n'ai pas besoin de vous fatiguer de détails oiseux. Je ne vous raconterai pas les ruses faciles à l'aide desquelles je substituai, dans le bougeoir de sa chambre à coucher, une bougie de ma composition à celle que j'y trouvai. Le matin, on trouva l'homme mort dans son lit, et le verdict du coroner fut « mort par la visitation de Dieu ». J'héritai de sa fortune, et tout alla pour le mieux pendant plusieurs années. L'idée d'une révélation n'entra pas une seule fois dans ma cervelle. Quant au reste de la fatale bougie, je les avais moi-même anéantis. Je n'avais pas laissé l'ombre d'un fil qui pût servir à me convaincre, ou même me faire soupçonner du crime. On ne saurait concevoir quel magnifique sentiment de satisfaction s'élevait dans mon sein quand je réfléchissais sur mon absolue sécurité. Pendant une très longue période de temps, je m'accoutumais à me délecter dans ce sentiment. Il me donnait un plus réel plaisir que tous les bénéfices purement matériels résultant de mon crime. Mais à la longue, arriva une époque à partir de laquelle le sentiment de plaisir se transforma, par une gradation presque imperceptible, en une pensée qui me harassait. Elle me harassait parce qu'elle me hantait. À peine pouvais-je m'en délivrer pour un instant. C'est une chose tout à fait ordinaire que d'avoir les oreilles fatiguées, ou plutôt la mémoire obsédée par une espèce de tintouin, par le refrain d'une chanson vulgaire ou par quelques lambeaux insignifiants d'opéra. Et la torture ne sera pas moindre si la chanson est bonne en elle-même ou si l'air d'opéra est estimable. C'est ainsi qu'à la fin, je me surprenais sans cesse rêvant à ma sécurité et répétant cette phrase à voix basse. Je suis sauvé. Un jour, tout en flânant dans les rues, je me surpris moi-même à murmurer, presque à haute voix, ces syllabes accoutumées. Dans un accès de pétulance, je les exprimais sous cette forme nouvelle. Je suis sauvé, oui, pourvu que je ne sois pas assez sot pour confesser moi-même mon cas. À peine avais-je prononcé ces paroles que je sentis un froid de glace filtrer jusqu'à mon cœur. J'avais acquis quelque expérience de ces accès de perversité, dont je n'ai pas sans peine expliqué la singulière nature, et je me rappelais fort bien que, dans aucun cas, je n'avais su résister à ces victorieuses attaques. Et maintenant cette suggestion fortuite, venant de moi-même, que je pourrais bien être assez sot pour confesser le meurtre dont je m'étais rendu coupable, me confronter comme l'ombre même de celui que j'avais assassiné, et m'appeler vers la mort. D'abord, je fis un effort pour secouer ce cauchemar de mon âme. Je marchai vigoureusement, plus vite, toujours plus vite. À la longue, je courus. J'éprouvais un désir enivrant de crier de toute ma force. Chaque flot successif de ma pensée m'accablait d'une nouvelle terreur, car hélas, je comprenais bien, trop bien, que penser dans ma situation, c'était me perdre. J'accélérai encore ma course. Je bondissais comme un fou à travers les rues encombrées du monde. À la longue, je bondissais comme un fou à travers les rues encombrées de monde. À la longue, la populace prit l'alarme et courut après moi.
Je sentis alors la consommation de ma destinée. Si j'avais pu m'arracher la langue, je l'eusse fait. Mais une voix rude résonna dans mes oreilles. Une main plus rude encore m'empoigna par l'épaule. Je me retournai, j'ouvris la bouche pour aspirer. Pendant un moment, j'éprouvai toutes les angoisses de la suffocation. Je devins aveugle, sourd, ivre. Et alors quelque démon invisible, pensai-je, me frappa dans le dos avec sa large main. Le secret si longtemps emprisonné s'élança de mon âme. On dit que je parlais, que je m'énonçais très distinctement, mais avec une énergie marquée et une ardente précipitation, comme si je craignais d'être interrompu avant d'avoir achevé les phrases brèves, mais grosses d'importance, qui me livraient au bourreau et à l'enfer. Ayant relaté tout ce qui était nécessaire pour la pleine conviction de la justice, je tombai terrassé, évanoui. Mais pourquoi en dirais-je plus? Aujourd'hui, je porte ces chaînes et suis ici. Demain, je serai libre. Mais où? Et c'est la fin de la nouvelle. Le démon de la perversité. Nous marquons une courte pause. Et on commence très très fort, je trouve. J'ai beaucoup apprécié, mais c'était pas facile. C'était clairement pas la nouvelle d'Edgar Allan Poe la plus accessible. Je me rappelais qu'Edgar Allan Poe avait un style quand même assez, l'air de rien, soutenu. Il a quand même un vocabulaire un peu technique parfois, un peu costaud. Donc c'était pas évident du tout. Pour le coup, là, on aurait pu avoir 10 mots de la fin. C'était pas évident à suivre. Et c'était une forme assez particulière, mais j'ai beaucoup apprécié. J'ai beaucoup apprécié. Miss Perrine nous dit: oh là, au début, j'ai cru que tu t'étais trompé et avais ouvert un manuel de psycho. Alors justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que du coup, je prends la fiche Wikipédia et on nous dit que Le démon de la perversité est une nouvelle qui se présente sous la forme d'un essai écrit par l'auteur et critique américain Edgar Allan Poe. Il traite des impulsions autodestructrices du narrateur qui incarne la métaphore symbolique du démon de la perversité. Le narrateur décrit cet esprit comme un agent incitant une personne à faire des choses simplement parce que nous ne le devrions pas. Et je trouve que son propos est très intéressant et je trouve que le basculement est très intéressant. Et ça, Edgar Allan Poe, il est très doué là-dedans. Faire des rebondissements dans ses nouvelles, là vraiment ça fait 8 pages, donc c'est très court. Et faire un rebondissement qui fonctionne et qui prend. Et là, j'ai trouvé ça très intéressant parce que vraiment, je l'ai pris comme un essai. Vraiment, je l'ai pris comme un essai et je me suis dit, ah tiens, Edgar Allan Poe est en train de nous parler d'un ressenti à propos de ce démon de la perversité et de ses sentiments. Franchement, là, j'ai presque confondu l'auteur et le narrateur à la base. Je me suis dit, tiens, c'est peut-être Edgar Allan Poe qui prend position et qui, entre guillemets, écrit réellement ce qu'il pense sur un sujet, comme un sujet d'étude. Je me suis dit que c'était vraiment peut-être un essai. Et en fait, de voir que, non, il y a quand même un narrateur qui est quelqu'un d'autre, qui est un personnage à part entière, qui est quelqu'un d'autre que l'auteur Edgar Allan Poe, et que tout ce dont il vient de nous parler, qui est au demeurant très intéressant, est très, un peu, comment dire, un peu intellectuel quand même, et bien justement, on peut s'être pris d'affection pour lui en quelque sorte, on peut se dire, ah ok, j'apprécie ce que tu es en train de dire, ce que tu racontes, je vois ce que tu es en train de dire, je suis ton raisonnement. Et là, il annonce, bon, j'ai assassiné quelqu'un. Et du coup, je trouve que ça fait un bouleversement, un shift dans la nouvelle qui est trop intéressant. Et là, la toute fin, j'imagine du coup, c'est comme ça que moi je l'ai compris, j'imagine du coup qu'il est en prison et que il dit, bah demain je serai libre, mais où? Ces derniers mots, sous-entendu peut-être en enfer aussi. Donc, ou dans son esprit, on peut avoir plusieurs analyses. Je trouve ça hyper intéressant.
Mmh. Alors attendez. Ce qui est drôle avec cette nouvelle, c'est que du coup sur Wikipédia, il y a carrément une analyse. Je vais la lire brièvement et vous dire ce qu'on peut en retirer d'intéressant. Heu, alors, cette œuvre élabore une théorie selon laquelle tout le monde a des tendances autodestructrices, incluant le narrateur. La confession ultime du narrateur qui avoue son meurtre n'est pas motivée par un quelconque sentiment de culpabilité, mais plutôt par un désir de notoriété, de revendication de ses actions, tout en sachant qu'il ne devrait pas les prouver. La théorie du démon de la perversité de Poe peut également être une esquisse de la notion du subconscient et du refoulement qui ne sera jamais proprement théorisée avant Sigmund Freud. Trop intéressant. Trop intéressant. Et en vrai, c'est fou parce que, encore une fois, ce basculement est très fort parce que pendant tout le début, je me disais, ok, je suis à peu près ton raisonnement. Même à un moment, je me suis dit, ah oui, ok, ça parle. Pour vous dire à quel point j'étais à milieu d'imaginer jusqu'à où ça pouvait aller. À un moment, je me suis dit, ah tiens, ça me parle, ça pourrait. Ce discours pourrait se tenir sur la. Comment on dit ça? Quand on remet tout au lendemain. Mince! J'ai l'impression d'avoir le cerveau en bouillie aujourd'hui, je suis désolé. C'est quoi le terme scientifique? Procrastination, voilà. Je me suis dit, ah tiens, ce discours peut bien fit avec le concept de procrastination. Merci Miss Perrine. Et du coup, j'étais en mode, ouais, ok, c'est bon, je suis ton raisonnement, je suis à fond dedans et tout. Et puis en fait, à la fin, il y a le basculement qui fait, ah bon. Donc là, j'étais entre guillemets en train de sympathiser avec un meurtrier. Donc très intéressant comme basculement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Et en plus, je trouve que tout ce qui est dit dans l'ordre de la théorie du discours est vachement intéressant. Franchement, c'est une question qu'on pourrait vraiment se poser, je trouve. Pourquoi il y a des choses dont on sait pertinemment qu'on ne doit pas les faire, que nous ne devrions pas les faire, et justement, peut-être chez certaines personnes que c'est la raison pour laquelle ça nous pousse à le faire. Après, d'élargir la théorie jusqu'au fait que ça serait la source de toutes nos actions, j'ai pas envie de croire à un monde comme ça, mais ça serait intéressant à explorer. Ça serait intéressant à explorer. Écoutez, comme on va passer sur une autre nouvelle complètement, je me dis que ça serait peut-être bien de faire les mots de la fin maintenant, entre guillemets, pour cette nouvelle. Donc, on va juste regarder le mot surérogatoire, qui est un adjectif littéraire qui signifie qui est fait en plus, supplémentaire, qui vient du latin scolastique supererogatorius, le sens de superflu supplémentaire, apparaît en 1793. Ah, donc a priori, c'était pas à la base superflu. Donc à la base, apparemment, ça viendrait d'un sens religieux qui est fait en surérogation, qui va au-delà de ce que l'on est obligé de faire. Action de donner en sus. Ah, ok. Donc ouais, surérogatoire, c'est j'étais pas obligé de faire ces efforts, par exemple, mais je les ai faits. Et du coup, par extension, à partir de 1793 a priori, ça a pris aussi le sens de superflu au-delà de ce qui est nécessaire. Donc de un peu le côté péjoratif de la chose, comme si c'était devenu trop plutôt que plus. Sur le trésor de la langue française, on nous dit, au sens vieux ou littéraire, qui n'est pas d'obligation, qui est simplement conseillé, recommandé en matière de dévotion. Ok, donc ça va avec ce qu'on disait sur le côté religieux. Et par extension littéraire, qui est ajouté sans nécessité, superfétatoire. J'allais dire justement que c'était drôle, parce que surérogatoire et superfétatoire se prononcent quasiment pareil, et je trouve veulent dire quasiment la même chose. Alors,
qui est fait en surérogation. Ouais, je pense qu'on a tout vu. Et j'aurais bien fait juste un deuxième mot avant qu'on entame la nouvelle Le Chat Noir, parce que ça m'a posé question pendant tout le démon de la perversité. C'était les phrénologistes et la phrénologie. Parce que je crois avoir déjà rencontré ce terme, mais par contre, je suis incapable de dire ce que c'est. Histoire des sciences, étude du caractère d'un individu d'après la forme de son crâne. What? D'après la forme de son crâne? Alors, mot utilisé par Johann Gaspar Spurzheim. Ah, c'est pour ça qu'à un moment, il y avait dans le texte Spurzheimiste. Ok. Pour populariser la physiologie intellectuelle de Franz Joseph Gall, appelé par ce dernier cranioscopie. Mot composé de phrénologue. Oui, ok. Et phrénologue, composé du grec ancien phrène pour esprit et log. Ok. Et log qui veut dire du coup étude. Ça vient de logos. Donc phrénologie, c'est c'est le domaine qui étudie l'esprit. Phrénologie, c'est une pseudoscience. Enfin, a priori, c'est du domaine de la pseudoscience et de la psychiatrie. Système d'après lequel la conformation du crâne indique les diverses facultés ou dispositions de l'esprit humain. Ok. Donc en gros, ça a l'air d'être une ancienne science qui, j'imagine, est une pseudoscience et qui n'a rien de vérifié. Mais ça doit être une ancienne théorie qui était à la mode, j'imagine, à l'époque de l'écriture du texte. Qui pensait que d'après la forme d'un crâne, j'imagine, il était possible de connaître les facultés ou dispositions d'un esprit humain. Ok. C'est ça. C'est ça. A priori, théorie formulée par Gall, très répandue au XIXe siècle, qui supposait que les instincts, le caractère, les aptitudes, les facultés mentales et affectives étaient, en vertu des localisations cérébrales, conditionnés par la conformation externe du crâne. Ok. Très bizarre cette théorie, je trouve, de dire que par rapport à la forme d'un crâne, on puisse savoir la manière de penser de quelqu'un, etc. Je trouve ça très étrange. Très étrange, mais ok. C'est une vieille théorie. Heureusement qu'elle est fausse, j'ai envie de dire. C'est plus efficace que le thème astral. Ah bah alors là, je suis pas spécialiste ni de l'un ni de l'autre. Donc je ne saurais vous renseigner. Mais au moins on a appris des choses. Bien. Je vais être honnête avec vous, ouais. Je vais être honnête avec vous. J'ai l'impression d'avoir bien des difficultés ce soir. Et je suis pas giga content de ma manière d'avoir lu cette première nouvelle. Donc, je m'étais plutôt dit qu'on ferait 3 nouvelles, mais je pense qu'on va en faire que 2. Parce que j'ai pas envie de lire trop longtemps et de m'épuiser et de du coup lire encore moins bien potentiellement. Donc je pense que je vais vous lire que Le Chat Noir et qu'on se réservera William Wilson pour la prochaine fois. Je pense. La nouvelle est encore une fois assez courte, un tout petit peu plus longue. Je te souhaite une bonne écoute, Miss Perrine, bonne écoute, secrétaire, bonne écoute à tous ceux dans l'ombre du chat et à ceux qui me regardent en rediffusion sur YouTube. Je me concentre, je me focus, parce que j'ai à cœur de faire des lectures les plus compréhensibles possibles, puis dans un second temps, les plus agréables possibles. Et là, je suis pas satisfait de ma manière d'avoir lu ce soir pour le moment. Comme je vous le disais, j'ai vraiment l'impression d'avoir le cerveau fondu aujourd'hui, donc c'est pas évident. Allez, on s'y met. Bonne écoute Miss Perrine, bonne écoute secrétaire, bonne écoute à tous dans l'ombre du chat et à ceux qui me regardent en rediffusion sur YouTube. Je l'ai déjà dit il n'y a pas 2 secondes, non? Bref, à tout à l'heure. Pour l'outro. Le Chat Noir. Relativement à la très étrange et pourtant très familière histoire que je vais coucher par écrit, je n'attends ni ne sollicite la créance. Je recommence, c'est pas possible.
Quand le matériau de base est complexe, c'est pas évident, nous dit Miss Perrine. C'est vrai aussi que là, on est sur un texte un peu compliqué, hein. Franchement, je pense qu'à voix haute, ça va être un peu... Le texte est élaboré. Je recommence à zéro parce que je suis pas fier de moi. Là, se louper sur la première phrase, c'est un no-go pour moi. Le chat noir. Relativement à la très étrange et pourtant très familière histoire que je vais coucher par écrit, je n'attends ni ne sollicite la créance. Vraiment, je serais fou de m'y attendre dans un cas où mes sens eux-mêmes rejettent leur propre témoignage. Cependant, je ne suis pas fou, et très certainement je ne rêve pas. Mais demain je meurs, et aujourd'hui, je voudrais décharger mon âme. Mon dessein immédiat est de placer devant le monde, clairement, succinctement et sans commentaire, une série de simples événements domestiques. Dans leurs conséquences, ces événements m'ont terrifié, m'ont torturé, m'ont anéanti. Cependant, je n'essayerai pas de les élucider. Pour moi, ils ne m'ont guère présenté que de l'horreur. À beaucoup de personnes, ils apparaîtront moins terribles que baroques. Plus tard, peut-être, il se trouvera une intelligence qui réduira mon fantôme à l'état de lieu commun, quelque intelligence plus calme, plus logique et beaucoup moins excitable que la mienne, qui ne trouvera dans les circonstances que je raconte avec terreur qu'une succession ordinaire de causes et d'effets très naturels. Dès mon enfance, j'étais noté pour la docilité et l'humanité de mon caractère. Ma tendresse de cœur était même si remarquable qu'elle avait fait de moi le jouet de mes camarades. J'étais particulièrement fou des animaux, et mes parents m'avaient permis de posséder une grande variété de favoris. Je passais presque tout mon temps avec eux, et je n'étais jamais si heureux que quand je les nourrissais et les caressais. Cette particularité de mon caractère s'accrut avec ma croissance, et, quand je devins homme, j'en fis une de mes principales sources de plaisir. Pour ceux qui ont voué une affection à un chien fidèle et sagace, je n'ai pas besoin d'expliquer la nature ou l'intensité des jouissances qu'on peut en tirer. Il y a dans l'amour désintéressé d'une bête, dans ce sacrifice d'elle-même, quelque chose qui va directement au cœur de celui qui a eu fréquemment l'occasion de vérifier la chétive amitié et la fidélité de gaz de l'homme naturel. Je me mariai de bonne heure, et je fus heureux de trouver dans ma femme une disposition sympathique à la mienne. Observant mon goût pour ses favoris domestiques, elle ne perdit aucune occasion de me procurer ceux de l'espèce la plus agréable. Nous eûmes des oiseaux, un poisson doré, un beau chien, des lapins, un petit singe et un chat. Ce dernier était un animal remarquablement fort et beau, entièrement noir, et d'une sagacité merveilleuse. En parlant de son intelligence, ma femme, qui au fond n'était pas peu pénétrée de superstition, faisait de fréquentes allusions à l'ancienne croyance populaire qui regardait tous les chats noirs comme des sorcières déguisées. Ce n'est pas qu'elle fût toujours sérieuse sur ce point, et si je mentionne la chose, c'est simplement parce que cela me revient, en ce moment même, à la mémoire. Pluton, c'était le nom du chat, était mon préféré, mon camarade. Moi seul, je le nourrissais, et il me suivait dans la maison partout où j'allais. Ce n'était même pas sans peine que je parvenais à l'empêcher de me suivre dans les rues. Notre amitié subsista ainsi plusieurs années, durant lesquelles l'ensemble de mon caractère et de mon tempérament, par l'opération du démon intempérance, je rougis de le confesser, subit une altération radicalement mauvaise. Je devins de jour en jour plus morne, plus irritable, plus insoucieux des sentiments des autres. Je me permis d'employer un langage brutal à l'égard de ma femme. À la longue, je lui infligeai même des violences personnelles. Mes pauvres favoris, naturellement, durent ressentir le changement de mon caractère. Non seulement je les négligeais, mais je les maltraitais. Quant à Pluton, toutefois, j'avais encore une considération suffisante qui m'empêchait de le malmener, tandis que je n'éprouvais aucun scrupule à maltraiter les lapins, le singe, et même le chien quand, par hasard ou par amitié, il se jetait dans mon chemin. Mais mon mal m'envahissait de plus en plus, car quel mal est comparable à l'alcool ? Et à la longue, Pluton lui-même, qui maintenant se faisait vieux et qui naturellement devenait quelque peu maussade, Pluton lui-même commença à connaître les effets de mon méchant caractère. Une nuit, comme je rentrais au logis très ivre, au sortir d'un de mes repères habituels des faubourgs, je m'imaginai que le chat évitait ma présence. Je le saisis, mais lui, effrayé de ma violence, il me fit à la main une légère blessure avec les dents. Une fureur de démon s'empara soudainement de moi. Je ne me connus plus.
Mon âme originelle sembla tout d'un coup s'envoler de mon corps, et une méchanceté hyper diabolique, saturée de djinn, pénétra chaque fibre de mon être. Je tirai de la poche de mon gilet un canif, je l'ouvris, je saisis la pauvre bête par la gorge et, délibérément, je fis sauter un de ses yeux de son orbite. Je rougis, je brûle, je frissonne en écrivant cette damnable atrocité. Quand la raison me revint avec le matin, quand j'eus cuvé les vapeurs de ma débauche nocturne, j'éprouvai un sentiment moitié d'horreur, moitié de remords pour le crime dont je m'étais rendu coupable. Mais c'était tout au plus un faible et équivoque sentiment, et l'âme n'en subit pas les atteintes. Je me replongeai dans les excès, et bientôt je noyai dans le vin tout le souvenir de mon action. Cependant, le chat guérit lentement. L'orbite de l'œil perdu présentait, il est vrai, un aspect effrayant, mais il n'en parut plus souffrir désormais. Il allait et venait dans la maison selon son habitude, mais, comme je devais m'y attendre, il fuyait avec une extrême terreur à mon approche. Il me restait assez de mon ancien cœur pour me sentir d'abord affligé de cette évidente antipathie de la part d'une créature qui jadis m'avait tant aimé. Mais ce sentiment fit bientôt place à l'irritation, et alors apparut, comme pour ma chute finale et irrévocable, l'esprit de perversité. De cet esprit, la philosophie ne tient aucun compte. Cependant, aussi sûr que mon âme existe, je crois que la perversité est une des primitives impulsions du cœur humain, une des indivisibles premières facultés ou sentiments qui donnent la direction au caractère de l'homme. Qui ne s'est pas surpris 100 fois commettant une action sotte ou vile, par la seule raison qu'il savait devoir ne pas la commettre? N'avons-nous pas une perpétuelle inclination, malgré l'excellence de notre jugement, à violer ce qui est la loi, simplement parce que nous comprenons que c'est la loi? Cet esprit de perversité, dis-je, vint causer ma déroute finale. C'est ce désir ardent, insondable de l'âme de se torturer elle-même, de violenter sa propre nature, de faire le mal pour l'amour du mal seul, qui me poussait à continuer, et finalement à consommer le supplice que j'avais infligé à la bête inoffensive. Un matin, de sang-froid, je glissai un nœud coulant autour de son cou, et je le pendis à la branche d'un arbre. Je le pendis avec des larmes plein mes yeux, avec le plus amer remords dans le cœur. Je le pendis parce que je savais qu'il m'avait aimé et parce que je sentais qu'il ne m'avait donné aucun sujet de colère. Je le pendis parce que je savais qu'en faisant ainsi, je commettais un péché mortel qui compromettait mon âme immortelle, au point de la placer, si une telle chose était possible, même au-delà de la miséricorde infinie du Dieu très miséricordieux et très terrible. Dans la nuit qui suivit le jour où fut commise de cette action cruelle, je fus tiré de mon sommeil par le cri « Au feu !». Les rideaux de mon lit étaient en flammes, toute la maison flambait. Ce ne fut pas sans une grande difficulté que nous échappâmes à l'incendie, ma femme, un domestique et moi. La destruction fut complète. Toute ma fortune fut engloutie, et je m'abandonnai dès lors au désespoir. Je ne cherche pas à établir une liaison de cause à effet entre l'atrocité et le désastre, je suis au-dessus de cette faiblesse. Mais je rends compte d'une chaîne de faits, et je ne veux pas négliger un seul anneau. Le jour qui suivit l'incendie, je visitai les ruines. Les murailles étaient tombées, une seule exceptée, et cette seule exception se trouva être une cloison intérieure peu épaisse, située à peu près au milieu de la maison et contre laquelle s'appuyait le chevet de mon lit. La maçonnerie avait ici, en grande partie, résisté à l'action du feu, fait que j'attribuais à ce qu'elle avait été récemment remise à neuf. Autour de ce mur, une foule épaisse était rassemblée, et plusieurs personnes paraissaient en examiner une portion particulière avec une minutieuse et vive attention. Les mots « étrange »,« singulier » et autres expressions analogues excitèrent ma curiosité. Je m'approchai et je vis, semblable à un bas-relief sculpté sur la surface blanche, la figure d'un gigantesque chat. L'image était rendue avec une exactitude vraiment merveilleuse. Il y avait une corde autour du cou de l'animal. Tout d'abord, en voyant cette apparition, car je ne pouvais guère considérer cela que comme une apparition, mon étonnement et ma terreur furent extrêmes. Mais enfin, la réflexion vint à mon aide. Le chat, je m'en souvenais, avait été pendu dans un jardin adjacent à la maison. Au cri d'alarme, ce jardin avait été immédiatement envahi par la foule, et l'animal avait dû être détaché de l'arbre par quelqu'un et jeté dans ma chambre à travers une fenêtre ouverte. Cela avait été fait sans doute dans le but de m'arracher au sommeil.
La chute des autres murailles avait comprimé la victime de ma cruauté dans la substance du plâtre fraîchement étendu. L'achot de ce mur, combiné avec les flammes et l'ammoniaque du cadavre, avait ainsi opéré l'image telle que je la voyais. Quoique je satisfisse ainsi lestement ma raison, sinon tout à fait ma conscience, relativement au fait surprenant que je viens de raconter, il n'en fit pas moins sur mon imagination une impression profonde. Pendant plusieurs mois, je ne pus me débarrasser du fantôme du chat. Et durant cette période, un demi-sentiment revint dans mon âme, qui paraissait être, mais qui n'était pas le remords. J'allais jusqu'à déplorer la perte de l'animal et à chercher autour de moi, dans les bouges méprisables que maintenant je fréquentais habituellement, un autre favori de la même espèce et d'une figure à peu près semblable pour le suppléer. Une nuit, comme j'étais assise à moitié stupéfiée dans un repère plus qu'infâme, mon attention fut soudainement attirée vers un objet noir, reposant sur le haut d'un des immenses tonneaux de gin ou de rhum qui composaient le principal ameublement de la salle. Depuis quelques minutes, je regardais fixement le haut de ce tonneau, et ce qui me surprenait maintenant, c'était de n'avoir pas encore aperçu l'objet situé dessus. Je m'en approchai, et je le touchai avec ma main. C'était un chat noir, un très gros chat, au moins aussi gros que Pluton, lui ressemblant absolument, excepté en un point. Pluton n'avait pas un poil blanc sur tout le corps. Celui-ci portait une éclaboussure large et blanche, mais d'une forme indécise, qui couvrait presque toute la région de la poitrine. À peine l'eus-je touché qu'il se leva subitement, ronronna fortement, se frotta contre ma main et parut enchanté de mon attention. C'était donc là la vraie créature dont j'étais en quête. J'offris tout de suite au propriétaire de le lui acheter, mais cet homme ne le revendiqua pas, ne le connaissait pas, ne l'avait jamais vu auparavant. Je continuai mes caresses et, quand je me préparais à retourner chez moi, l'animal se montra disposé à m'accompagner. Je lui permis de le faire, me baissant de temps à autre et le caressant en marchant. Quand il fut arrivé à la maison, il s'y trouva comme chez lui, et devint tout de suite le grand ami de ma femme. Pour ma part, je sentis bientôt s'élever en moi une antipathie contre lui. C'était justement le contraire de ce que j'avais espéré. Mais je ne sais ni comment ni pourquoi cela eut lieu, son évidente tendresse pour moi me dégoûtait presque et me fatiguait. Par de lents degrés, ces sentiments de dégoût et d'ennui s'élevèrent jusqu'à l'amertume de la haine. J'évitai la créature. Une certaine sensation de honte et le souvenir de mon premier acte de cruauté m'empêchèrent de la maltraiter. Pendant quelques semaines, je m'abstins de battre le chat ou de le malmener violemment, mais graduellement, insensiblement, j'en vins à le considérer avec une indicible horreur et à fuir silencieusement son odieuse présence comme le souffle d'une peste. Ce qui ajouta sans doute à ma haine contre l'animal fut la découverte que je fis le matin, après l'avoir amené à la maison que, comme Pluton, lui aussi avait été privé d'un de ses yeux. Cette circonstance, toutefois, ne fit que le rendre plus cher à ma femme qui, comme je l'ai déjà dit, possédait à un haut degré cette tendresse de sentiment qui jadis avait été mon trait caractéristique et la source fréquente de mes plaisirs les plus simples et les plus purs. Néanmoins, l'affection du chat pour moi paraissait s'accroître en raison de mon aversion contre lui. Il suivait mes pas avec une opiniâtreté qu'il serait difficile de faire comprendre au lecteur. Chaque fois que je m'asseyais, il se blottissait sous ma chaise, ou il sautait sur mes genoux, me couvrant de ses affreuses caresses. Si je me levais pour marcher, il se fourrait dans mes jambes et me jetait presque par terre, ou bien, enfonçant ses griffes longues et aiguës dans mes habits, grimpait de cette manière jusqu'à ma poitrine. Dans ces moments-là, quoique je désirasse le tuer d'un bon coup, j'en étais empêché, en partie par le souvenir de mon premier crime, mais principalement, je dois le confesser tout de suite, par une véritable terreur de la bête. Cette terreur n'était pas positivement la terreur d'un mal physique, et cependant je serais fort en peine de la définir autrement. Je suis presque honteux d'avouer, oui, même dans cette cellule de malfaiteur, je suis presque honteux d'avouer que la terreur et l'horreur que m'inspirait l'animal avaient été accrues par une des plus parfaites chimères qu'il fût possible de concevoir. Ma femme avait appelé mon attention plus d'une fois sur le caractère de la tache blanche dont j'ai parlé, et qui constituait l'unique différence visible entre l'étrange bête et celle que j'avais tuée. Le lecteur se rappellera sans doute que cette marque, quoique grande, était primitivement indéfinie dans sa forme. Mais lentement, par des degrés imperceptibles, et que ma raison s'efforça longtemps de considérer comme imaginaires, elle avait à la longue pris une rigoureuse netteté de contour. Elle était maintenant l'image d'un objet que je frémis de nommer,
Et c'était là surtout ce qui me faisait prendre le monstre en horreur et en dégoût, et m'aurait poussé à m'en délivrer si je l'avais osé. C'était, maintenant, dis-je, l'image d'une hideuse, d'une sinistre chose, l'image du gibet. Oh, lugubre et terrible machine, machine d'horreur et de crime, d'agonie et de mort. Et, maintenant, j'étais en vérité misérable au-delà de la misère possible de l'humanité. Une bête brute, dont j'avais avec mépris détruit le frère, une bête brute engendrée pour moi, homme façonné à l'image du Dieu Très-Haut, une si grande et si intolérable infortune. Hélas, je ne connaissais plus la béatitude du repos, ni le jour, ni la nuit. Durant le jour, la créature ne me laissait pas un seul moment, et, pendant la nuit, à chaque instant, quand je sortais de mes rêves pleins d'une intraduisible angoisse, c'était pour sentir la tiède haleine de la chose sur mon visage, et son immense poids, incarnation d'un cauchemar que j'étais impuissante à secouer, éternellement posé sur mon cœur. Sous la pression de pareils tourments, le peu de bon qui restait en moi succomba. De mauvaises pensées devinrent mes seules intimes, les plus sombres et les plus mauvaises de toutes les pensées. La tristesse de mon humeur habituelle s'accrut jusqu'à la haine de toute chose et de toute humanité. Cependant, ma femme, qui ne se plaignait jamais, hélas, était mon souffre-douleur ordinaire, la plus patiente victime des soudaines, fréquentes et indomptables éruptions d'une furie à laquelle je m'abandonnais dès lors aveuglément. Un jour, elle m'accompagna pour quelques besognes domestiques dans la cave du vieux bâtiment où notre pauvreté nous contraignait d'habiter. Le chat me suivit sur les marches roides de l'escalier et, m'ayant presque culbuté la tête la première, m'exaspéra jusqu'à la folie. Levant une hache, et oubliant dans ma rage la peur puérile qui jusque-là avait retenu ma main, j'adressai à l'animal un coup qui eût été mortel s'il avait porté comme je voulais. Mais ce coup fut arrêté par la main de ma femme. Cette intervention m'aiguillonna jusqu'à une rage plus que démoniaque. Je débarrassai mon bras de son étreinte et lui enfonçai ma hache dans le crâne. Elle tomba morte sur la place, sans pousser un gémissement. Cet horrible meurtre accompli, je me mis immédiatement et très délibérément en mesure de cacher le corps. Je compris que je ne pouvais pas le faire disparaître de la maison, soit de jour, soit de nuit, sans courir le danger d'être observé par les voisins. Plusieurs projets traversèrent mon esprit. Un moment, j'eus l'idée de couper le cadavre par petits morceaux et de les détruire par le feu. Puis je résolus de creuser une fosse dans le sol de la cave. Puis je pensai à le jeter dans le puits de la cour, puis à l'emballer dans une caisse comme marchandise, avec les formes inusitées, et à charger un commissionnaire de le porter hors de la maison. Finalement, je m'arrêtai à un expédient que je considérais comme le meilleur de tous. Je me déterminai à le murer dans la cave, comme les moines du Moyen-Âge muraient, dit-on, leurs victimes. La cave était fort bien disposée pour un pareil dessein. Les murs étaient construits négligemment et avaient été récemment enduits dans toute leur étendue d'un gros plâtre que l'humidité de l'atmosphère avait empêché de durcir. De plus, dans l'un des murs, il y avait une saillie causée par une fausse cheminée, ou espèce d'âtre, qui avait été comblée et maçonnée dans le même genre que le reste de la cave. Je ne doutais pas qu'il ne me fût facile de déplacer les briques à cet endroit, d'y introduire le corps, et de murer le tout de la même manière, de sorte qu'aucun œil n'y pût rien découvrir de suspect. Et je ne fus pas déçu dans mon calcul. À l'aide d'une pince, je délogeai très aisément les briques, et, ayant soigneusement appliqué le corps contre le mur intérieur, je le soutins dans cette position jusqu'à ce que j'eusse rétabli, sans trop de peine, toute la maçonnerie dans son état primitif. M'étant procuré du mortier, du sable et du poêle avec toutes les précautions imaginables, je préparai un crépi qui ne pouvait pas être distingué de l'ancien, et j'en recouvris très soigneusement le nouveau briquetage. Quand je l'eus fini, je vis avec satisfaction que tout était pour le mieux. Le mur ne présentait pas la plus légère trace de dérangement. J'enlevai tous les gravats avec le plus grand soin, et j'épluchai pour ainsi dire le sol. Je regardai triomphalement autour de moi et me dis à moi-même « Ici, au moins, ma peine n'aura pas été perdue. » Mon premier mouvement fut de chercher la bête qui avait été la cause d'un si grand malheur, car à la fin, j'avais résolu fermement de la mettre à mort. Si j'avais pu la rencontrer dans ce moment, sa destinée était claire. Mais il paraît que l'artificieux animal avait été alarmé par la violence de ma récente colère, et qu'il prenait soin de ne pas se montrer dans l'état actuel de mon humeur. Il est impossible de décrire ou d'imaginer la profonde, la béate sensation de soulagement que l'absence de la détestable créature détermina dans mon cœur. Elle ne se présenta pas de toute la nuit, et ainsi ce fut la première bonne nuit, depuis son introduction dans la maison, que je dormis solidement et tranquillement,
Oui, je dormis avec le poids de ce meurtre sur l'âme. Le second et le troisième jour s'écoulèrent, et cependant mon bourreau ne vint pas. Une fois encore, je respirais comme un homme libre. Le monstre, dans sa terreur, avait vidé les lieux pour toujours. Je ne le verrais donc plus jamais. Mon bonheur était suprême. La criminalité de ma ténébreuse action ne m'inquiétait que fort peu. On avait bien fait une espèce d'enquête, mais elle s'était satisfaite à bon marché. Une perquisition avait même été ordonnée, mais naturellement on ne pouvait rien découvrir. Je regardais ma félicité à venir comme assurée. Le quatrième jour depuis l'assassinat, une troupe d'agents de police vint très inopinément à la maison et procéda de nouveau à une rigoureuse investigation des lieux. Confiant, néanmoins, dans l'impénétrabilité de la cachette, je n'éprouvai aucun embarras. Les officiers me firent les accompagner dans leurs recherches. Ils ne laissèrent pas un coin, pas un angle inexploré. À la fin, pour la troisième ou quatrième fois, ils descendirent dans la cave. Pas un muscle en moi ne tressaillit. Mon cœur battait paisiblement, comme celui d'un homme qui dort dans l'innocence. J'arpentais la cave d'un bout à l'autre, je croisais mes bras sur ma poitrine et me promenais çà et là avec aisance. La police était pleinement satisfaite et se préparait à décamper. La jubilation de mon cœur était trop forte pour être réprimée. Je brûlais de dire au moins un mot, rien qu'un mot, en manière de triomphe, et de rendre 2 fois plus convaincus leur conviction de mon innocence. Gentlemen, dis-je à la fin, comme leur troupe remontait l'escalier, je suis enchanté d'avoir apaisé vos soupçons. Je vous souhaite à tous une bonne santé et un peu plus de courtoisie. Soit dit en passant, gentlemen, voilà une maison singulièrement bien bâtie. Dans mon désir enragé de dire quelque chose d'un air délibéré, je savais à peine ce que je débitais. Je puis dire que c'est une maison admirablement bien construite. Ces murs. Est-ce que vous partez, gentlemen? Ces murs sont solidement maçonnés. Et ici, par une bravade frénétique, je frappai fortement avec une canne que j'avais à la main, juste sur la partie du briquetage derrière laquelle se tenait le cadavre de l'épouse de mon cœur. Ah! Qu'au moins Dieu me protège et me délivre des griffes de l'archidémon. À peine l'écho de mes coups était-il tombé dans le silence, qu'une voix me répondit du fond de la tombe. Une plainte, d'abord voilée et entrecoupée, comme le sanglotement d'un enfant, puis, bientôt, s'enflant en un cri prolongé, sonore et continu, tout à fait anormal et anti-humain, un hurlement, un glapissement, moitié horreur et moitié triomphe, comme il en peut monter seulement de l'enfer. Affreuse harmonie, jaillissant à la fois de la gorge des damnés dans leur torture et des démons exultants dans la damnation. Vous dire mes pensées, ce serait folie. Je me sentis défaillir, et je chancelai contre le mur opposé. Pendant un moment, les officiers placés sur les marches restèrent immobiles, stupéfiés par la terreur. Un instant après, une douzaine de bras robustes s'acharnaient sur le mur. Il tomba tout d'une pièce. Le corps, déjà grandement délabré et souillé de sang grumelé, se tenait droit devant les yeux des spectateurs. Sur sa tête, avec la gueule rouge dilatée et l'œil unique flamboyant, était perchée la hideuse bête dont l'astuce m'avait induit à l'assassinat et dont la voix révélatrice m'avait livré au bourreau. J'avais muré le monstre dans la tombe. Et c'est la fin de la nouvelle Le Chat Noir. Je pense que ce sera donc également la fin de la lecture pour ce soir. Nous passons, je pense, à l'outro du live. Ok. Il me semble que la nouvelle Le Chat Noir d'Edgar Allan Poe est parmi ses nouvelles les plus connues. Je ne la connaissais pas. Elle est violente. Elle est très violente, très gore, très graphique. Pour le coup, ça colle un peu à l'image, je trouve, qu'on peut avoir d'Edgar Allan Poe, sur le côté horrifique. Mais ouais, j'avais pas de souvenir dans les histoires extraordinaires d'avoir eu quelque chose d'aussi... des scènes aussi graphiques. Peut-être que c'était le cas et que mes souvenirs me font défaut, mais j'avais pas l'impression qu'il y avait eu quelque chose d'aussi graphique, d'aussi violent. C'est... Waouh, ok. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Et en plus, comme sur la première nouvelle, on suit la narration du personnage qui est horrible. Donc, ça nous met dans une espèce de
confidence. euh, ouais, on est quand même dans une sorte de confidence, de proximité avec le narrateur qui fait des actions inqualifiables. Je trouve que ça met hyper mal à l'aise à la lecture. Mais d'une bonne manière, parce que c'est bien écrit. Mais je trouve que ça met très mal à l'aise. Le mec est quand même en mode j'ai tué ma femme, bon tant pis, je vais l'emmurer, et puis c'est la faute du chat. Bah oui, de ouf. Et même, il en vient à être content, quoi. Il en vient à même plus se préoccuper du fait qu'il a tué sa femme, parce que juste il est content que le chat l'ait laissé tranquille, quoi. C'est fou. Et j'aime beaucoup parce que je trouve qu'il y a plein de trucs qui étaient très malins dans la manière d'amener les choses pour Edgar Allan Poe. En fait, ça m'a fait penser à plein de... Comment dire? Ça m'a fait penser à plein de phénomènes. Euh, le fait de maltraiter les animaux, tout ça, forcément, ça fait penser à tueur en série, je trouve. Et c'est d'autant plus drôle, entre guillemets, que souvent, les tueurs en série, et peut-être pas que les tueurs en série d'ailleurs, peut-être les meurtriers tout court, mais souvent, très souvent, je crois, à ma connaissance en tout cas, se font avoir parce que justement ils se la pètent, parce que justement ils sont trop sûrs d'eux et du coup ils veulent trop. Ouais, en fait ils ont tellement confiance en eux qu'ils se permettent de dire des choses qu'ils devraient pas dire et de faire des choses qu'ils devraient pas faire. Vous savez, il y a ce truc très souvent, quelqu'un qui a commis un crime revient sur les lieux du crime pour un petit peu voir s'il va être pris, mais aussi pour pouvoir après narguer, entre guillemets. Vous avez déjà entendu parler de ça sûrement, les fameux tueurs en série qui envoient des messages à la police pour dire haha, je vous ai bien eu, quoi. Donc c'est drôle parce que je trouve que le personnage qu'on suit, je sais pas si c'est réfléchi en ce sens de la part d'Edgar Allan Poe. Je sais pas du tout quelles étaient les connaissances sur ces sujets à l'époque d'Edgar Allan Poe. Mais en tout cas, je trouve que ça peut vraiment faire penser à un tueur en série qui commet des crimes sur des animaux, qui ensuite commet des crimes sur un être humain, qui ensuite brague, comme on dirait en anglais. Donc est vraiment en mode ah, ah, regardez ce mur. Voilà. Euh, donc non, très très marrant entre guillemets que ça fasse que ça me fait penser à ça, que ça me fasse penser à cette analogie. Euh, et puis il y avait aussi pareil, je crois que c'était déjà un phénomène dont on parlait et qu'on expliquait un peu de cette manière-là, puisque ça a été représenté dans des peintures et tout ça, mais à un moment, euh, il dit à un moment que le chat dort en boule sur son cœur et que ça lui fait un poids sur le cœur. Et moi, ça me rappelle les terreurs nocturnes. Ça me rappelle les paralysies du sommeil, qui ont souvent été représentées dans le passé par des tableaux, quand on comprenait pas ce que c'était, quoi, par des tableaux de personnes allongées dans leur lit avec un démon sur leur torse qui les empêche ou sur leur ventre qui les empêche de bouger, quoi. Donc pareil, ça je trouve que moi en tout cas ça crée des connexions dans mon cerveau j'arrive très bien à figurer l'image que donne Edgar Allan Poe du coup, et du coup je trouve ça assez badant. Je trouve ça assez badant. Tueur d'animaux et pyromane, ce sont les prémices d'un tueur en série. Vous avez remarqué que j'ai bien suivi la série Esprit criminel. C'est ça. Bon, après, c'est ça aussi, c'est pour ça. Je suis vraiment pas spécialiste de ces sujets-là. Donc, je parle quand même avec des grosses pincettes. Parce que justement, je me dis à quel point ça a été aussi influencé par le traitement de ces sujets dans la culture populaire, dans les séries, les films. Donc voilà. Rien de scientifique dans ce que je dis. Mais en tout cas, c'est vrai que ça m'a fait ces analogies, ces allusions en tête. Et du coup, ça m'a aidé à me mettre dans l'histoire et à me dire ah ouais, ok, c'est ça l'ambiance. Et à me mettre dans quelque chose de très malsain, en fait. De très, très malsain, très. Ouais. Un malaise planant comme ça à suivre ce personnage qui est dérangé. Mais c'était vraiment bien écrit. Et j'ai apprécié aussi. Du coup, je comprends que Charles Baudelaire les ait réunis dans ce recueil à la suite l'un de l'autre.
un retour de la théorie qu'on a vue dans la première nouvelle, le démon de la perversité. Le retour de la théorie de la perversité, de ce sentiment primordial de on sait qu'il y a la loi, on sait qu'il ne faut pas aller contre la loi et c'est justement pour ça qu'on va aller contre la loi. On sait qu'il y a une action qu'on ne devrait pas faire, c'est justement pour ça qu'on va la faire. Et franchement, ça, j'espère que c'est pas vrai. Je ne, là comme ça, en y réfléchissant 3 secondes sans m'appesantir, je ne pense pas que ce soit vrai. J'espère vraiment que c'est pas le cas. Mais je trouve que c'est une théorie très intéressante et qui pourrait amener à réfléchir justement et à discuter et à être étudiée. Se demander si vraiment c'est l'un des moteurs de l'être humain, quoi. Est-ce que c'est vraiment l'un des moteurs de l'être humain de faire le mal en quelque sorte? De faire le mal pour le plaisir du mal? C'est intéressant. C'est une grande question philosophique, je pense, depuis des milliers d'années. Sur vraiment, est-ce que on est mauvais? Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on est neutre? Est-ce que c'est inscrit en nous le mal, etc. C'est très intéressant. Très intéressant. Et du coup, de le voir dans ses extrémités négatives, c'est ouf. C'est costaud et ça donne pas envie d'être comme ça. Et en même temps, vu qu'il a fait une sorte de généralisation à l'humanité entière en expliquant cette théorie, bah du coup, c'est bien fait de la part de Edgar Allan Poe parce que à la fois tu comprends un peu sa théorie et tu te dis ah ouais, peut-être qu'il y a un peu de ça en nous tous et tout. Et après, il te montre comment ça peut s'enchaîner et partir en loi des séries, quoi. Tu fais un truc horrible, hop, tu débloques un autre palier de trucs encore plus horribles. Parce que là, il a vraiment fait ça, le narrateur. Hein. Il a vraiment escaladé petit à petit les échelons et il s'est laissé aller complètement au fur et à mesure. C'est allé très vite parce que la nouvelle est courte, mais c'était bien fait. Et ça, je trouve ça assez fascinant aussi. Je trouve ça assez fascinant que Edgar Allan Poe soit capable d'écrire des nouvelles de 10 pages qui ont quand même une évolution, quand même un développement, quand même des rebondissements, quand même une structure un peu construite. Je trouve ça assez fascinant. Franchement, pour le moment, je suis bien dedans et bien hypé par cette lecture, je dois avouer. Vu le temps que j'ai mis à lire les 2 premières nouvelles, si je vous lisais la 3e nouvelle, je sais qu'on arriverait vers 2 heures, 2 heures et demie de live. Et là, ce soir, je me sens pas suffisamment à l'aise dans ma manière de lire pour enchaîner encore jusqu'à 2 heures, 2 heures et demie. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Comme je vous disais, c'est difficile à chaque fois sur les premiers lives sur une nouvelle œuvre. C'est difficile de savoir où m'arrêter, combien de pages lire. Ce qu'on fera la prochaine fois, c'est qu'on lira peut-être 2 nouvelles, mais ça fera beaucoup plus de pages. Enfin, beaucoup plus. Ça fera... ce soir, on a lu en gros 20 pages. Et la fois prochaine, on pourrait du coup lire potentiellement... ça fait combien? Ça fait 36 pages. Donc quasiment le double. Quasiment le double. Ça me paraît bien. Je pense qu'on fera ça la prochaine fois. Donc, je pense qu'on s'arrête là pour ce soir. Merci de m'avoir suivi, Miss Perrine, secrétaire. N'hésitez pas, si vous m'avez regardé sur YouTube, à laisser un like ou un dislike selon votre appréciation de la vidéo, à laisser des commentaires, à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Discord. Particulièrement, c'est là où je vous tiens au courant des prochaines sorties, des prochaines dates et horaires de live. Qu'est-ce que je voulais dire? Sur Discord notamment, c'est vous qui avez choisi parmi une liste que je vous ai proposée de lire Nouvelles histoires extraordinaires. Donc merci à vous d'avoir participé à ce sondage. Nous lirons mardi à 21h la nouvelle William Wilson et la nouvelle L'homme des foules. Voilou. Je pense qu'on est bon. Je pense qu'on est bon pour ce soir. Tiens, je vous donne vite def
quelques petites infos peut-être sur le chat noir. Écrite ou publiée, je ne sais pas, le 19 août 1843. Nouvelle fantastique, publiée pour la première fois en première page de l'édition de l'hebdomadaire The Saturday Evening Post. Ah, c'était en mode feuilletonnant comme ça? C'était dans des hebdomadaires et tout? Intéressant. J'aime bien quand c'est feuilletonnant comme ça. Je savais pas qu'Edgar Allan Poe, ça avait été sa méthode de publication. Euh, Apparemment, ça a été tout de suite, mais alors genre tout de suite un succès. En tout cas, ça a tout de suite plu à son lectorat. Il y a eu plusieurs traductions, ok. Et puis on a une analyse, encore une fois. Il s'agit d'une étude de la perversité, souvent appareillée, lors de son analyse, avec le cœur révélateur. Une autre nouvelle de Poe. Dans les deux textes, on peut mettre en doute la santé mentale du narrateur. Au début de ce conte, il explique qu'il serait fou s'il s'attendait à ce qu'on le croie avant d'affirmer « Cependant, je ne suis pas fou ». Cela implique que sa folie a déjà été diagnostiquée. Ah. Dans ce conte, l'un des plus noirs de son œuvre, je me disais aussi, Poe se livre, plus que dans aucun autre, à une dénonciation vibrante de l'alcool. Les actions perverses du narrateur sont inhérentes à son alcoolisme, une maladie et un démon qui détruit également sa personnalité. Certains commentateurs ont établi des parallèles entre la vie d'Edgar Allan Poe qui passait pour alcoolique et celle du narrateur qui maltraite un chat à cause de l'alcool, d'autant que la nouvelle est écrite à la première personne. Ah, ça me ferait si mal que Edgar Allan Poe soit un salaud. Pas envie de... Ah, j'espère que non. Bref. Le choix du chat noir évoque diverses superstitions, notamment celle exprimée par l'épouse du narrateur qu'il s'agit de sorcières déguisées. Le nom du chat Pluton renvoie au dieu romain des enfers. Il se serait inspiré de sa propre chatte écaille de tortue Katharina. Ok. Le double Doppelganger, voire également William Wilson, et la culpabilité, voire également le cœur révélateur. Ok, trop marrant. En vrai, c'est ouf le chat noir parce que ça m'a fait penser à plein de trucs. Alors c'était 1843 du coup, Miss Perrine. Et oui, c'était avant le démon de la perversité en 1845. Pour le coup, c'est pas dans l'ordre chronologique de publication. Et oui, c'est vrai que ça m'a fait penser aussi à ça, le texte. Ça vous faisait pas penser les taches sur les murs, tout ça. Enfin ouais, ça vous fait pas penser à ces émissions qui répertorient plein d'événements paranormaux et où tu vas avoir la maison qui saigne, des trucs comme ça, et où tu vas voir apparaître des figures dans des taches de moisissure sur les murs ou des trucs comme ça. Je trouve qu'il y avait trop ce genre de bail, il y avait trop ce genre d'ambiance. Non, franchement, elle était sombre, elle était très sombre cette nouvelle, ce conte comme on nous dit. Très très sombre et ouais, très très dérangeante je trouve. Vachement réussi de la part d'Edgar Allan Poe. Cette fois-ci, c'est la bonne. Vraiment, je suis désolé. Je sais que les gens n'aiment pas quand je m'excuse. Et je comprends. Parce que trop s'excuser, c'est agaçant. Quand on voit quelqu'un devant nous qui s'excuse de trop, c'est agaçant. Le truc, c'est que je pense connaître un peu mes facultés. Je pense à peu près bien me jauger. Je pense. Sur mes facultés à faire une bonne lecture. Et du coup, c'est vrai que là, aujourd'hui, particulièrement, j'avais l'impression d'avoir le cerveau fondu, de ne pas arriver à aligner deux mots. Donc, du coup, déjà, de pas avoir une très bonne qualité d'animation de live, si je peux dire. Et au sein de la lecture, j'ai eu aussi un peu du mal, je trouve. J'ai beaucoup bégayé, j'ai beaucoup buté sur des mots, repris, eu un peu de mal à mettre le ton adéquat sur une phrase ou quoi que ce soit. Donc voilà. J'espère malgré tout que c'est resté agréable et surtout compréhensible pour vous. Merci de m'avoir suivi. Je vous dis à mardi, au plus tard, pour la suite de la lecture des nouvelles histoires extraordinaires écrites par Edgar Allan Poe. Sinon, 21h minuit, Discord, dimanche, pour une veillée. Et puis, il n'est pas exclu que je parte sur d'autres lives imprévus. Donc, restez à l'affût sur les réseaux. On a notamment, toujours en attente,
les mots portent le bonheur que j'ai très hâte de faire. Donc voilà, à tout vite. Je vous souhaite un bon samedi dimanche. Bye bye, des bisous. Tchou.